Donc le premier vrai ou faux. Pour définir un référentiel, il faut spécifier un repère d'espace et un repère de temps. Alors je vois des vrais, je vois des faux, à peu près en nombres égaux. Bon, c'est faux. Non, alors c'est pas non plus, il faut juste un repère d'espace. Qu'est-ce que vous avez répondu à la question 5? C'était en mécanique, un solide indéformable peut toujours être choisi comme référentiel. Bah oui, tout le monde a dit oui. Bah alors pourquoi il faudrait un repère d'espace et un repère de temps? Pour définir un référentiel, vous avez un corps solide, c'est un référentiel. Je n'ai pas parlé de repère, ni d'espace, ni de temps. On rajoute le temps, ça s'appelle comment alors le truc obtenu? Le système de Non, mais non, faut pas confondre repère et référentiel. Ah, ok. N'importe quel corps solide, c'est un référentiel. D'ailleurs, on se dit, je me place dans le référentiel terrestre, le référentiel de la Terre. On ne va pas parler de repère, ni d'espace, ni de temps. C'est un référentiel. N'importe quel corps dont l'ensemble des points est fixe, sont fixes les uns par rapport aux autres, constitue un référentiel. Pour un repère, il faut le Alors après, Si c'était un repère, la question, il faut le temps ou pas? il peut y avoir un repère d'espace, il peut y avoir un repère de temps, c'est deux choses différentes à la limite. Mais un référentiel, c'est quelque chose qui vous permet de dire si un corps est au repos ou est en mouvement. Être au repos ou être en mouvement, c'est toujours par rapport à quelque chose, par rapport à un référentiel. Il y a une référence qui vous dit si un corps bouge ou est au repos, par exemple. Oui, mais si le corps il bouge, c'est qu'il y a une notion de temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Donc on ne peut pas dire. Oui, mais Oui, par rapport à quoi? Il faut dire par rapport à quoi, mais pour Voilà. dire qu'il bouge, il faut pouvoir. Il y a une notion de temps qui intervient dans le mouvement. vous n'avez pas besoin d'un repère de temps. Vous n'avez pas besoin de dire l'instant t0, c'est à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de définir une unité de temps. Vous pouvez dire, je peux dire que ce truc-là est au repos par rapport à la table. La table est un très bon référentiel. Comment vous pouvez dire que ce truc-là bouge par rapport à la table sans inclure le temps? Ah bah, Dire qu'il bouge. voilà, Ouais, il mais- bouge. Ouais, mais là, il y a du temps qui est passé. Il y a du temps qui passe, mais moi, je n'ai pas donné un repère de temps. Ouais, mais si le temps passe, il faut donner un repère de temps. Sinon, comment le Non, temps passe? un repère sert à repérer. Par exemple, ce tableau est un très bon référentiel. On est d'accord ou pas? Vous avez tous dit oui en plus à la question. Donc, je vous dis, ce tableau est un référentiel. Vous êtes d'accord? Et j'ai absolument pas parlé de repère de temps ni d'espace. Donc, pourquoi il y aurait besoin de donner un repère de temps et d'espace pour parler de référentiel? Je viens de le faire. J'ai dit, ce tableau est un référentiel. Ouais. Un référentiel, c'est n'importe quel solide du moment qu'il est indéformable, et une fois que ce solide est Alors, défini comme le référentiel, on peut associer un repère de temps. voilà, et on peut en associer autant qu'on veut, des milliards, une infinité. C'est-à-dire, ça c'est un référentiel. Ok. Maintenant, si vous voulez repérer la position des points dans ce référentiel, alors il vous faut un code pour dire que ce point-là, il a telle coordonnée. Pour dire que vous parlez de ce point-là, alors soit je vous le montre, ok, soit je définis un code, je dis, tiens, je vais prendre, je vais appeler ça UX, ça UY, je vais dire que ça c'est de longueur 1 et ça aussi, et puis je vais prendre ce point-là comme référence. Là, je me suis donné un repère. Ayant donné un repère, maintenant je peux associer à n'importe quel point M des coordonnées X, Y. Bon, vous savez comment on fait, quoi. Voilà, comme ça, X et Y. Ça, c'est un repère cartésien qui permet de définir les coordonnées du point, c'est-à-dire associer à chaque point des coordonnées. Mais si je vous donne maintenant X', Y', bah, vous pouvez trouver à quel point ça correspond en faisant la procédure habituelle. Donc, ne confondez pas. Ça, c'est un repère qui permet d'associer à un point d'un référentiel des coordonnées. Oh, assassin, là. Mais pour ce même point, je peux choisir ce repère-là. O', UX', UY'. Et puis ce point-là, maintenant, il a d'autres coordonnées. C'est le même point dans le même référentiel. D'accord? Je peux aussi décider que finalement, non, je vais prendre des coordonnées polaires, c'est-à-dire je vais prendre un point haut là, puis alors je vais repérer ce point par sa distance là et cet angle là.
le même point dans le même référentiel. Donc, pour spécifier un référentiel, il n'y a pas besoin d'un repère d'espace, il n'y a pas besoin d'un repère de temps. Il faut dire quel est l'ensemble de points dont je postule qu'ils ne bougent pas. Et à partir du moment où j'ai dit ces points-là, ils ne bougent pas, c'est ma référence, alors je peux repérer n'importe quel point par rapport au sein de ce référentiel. Mais donc, vous voyez que pour pouvoir dire ces points-là, c'est ma référence, il faut qu'ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres, parce que du coup, c'est plus une référence, parce que je ne peux pas être au repos par rapport à tous à la fois à ce moment-là. Donc voilà pourquoi un corps solide indéformable, n'importe quel solide indéformable, définit un référentiel. Alors, il définit un référentiel, y compris hors du solide. Ce solide est un solide indéformable, définit un référentiel. Ce point-là, je peux le repérer par rapport à ce référentiel, même s'il n'est pas dans le solide, bien sûr. Hein. Après, ça s'étend par tous les points du référentiel. Ce point-là est un point du référentiel dès lors qu'il est fixé, enfin qu'il est figé, c'est-à-dire si jamais je décide, si ce solide bouge, bah, le point doit bouger avec. C'est l'ensemble des points qui font corps avec le corps que j'ai choisi comme référentiel. Donc pour définir un référentiel, il n'y a pas besoin de repères, ni de temps, ni d'espace. Donc je pense qu'il y a des gens là-dedans qui ont écrit faux et qui avaient raison, mais pour la mauvaise raison, en pensant qu'il n'y avait pas besoin du repère de temps. En réalité, il n'y a pas besoin de repère du tout pour définir un référentiel. C'est deux notions complètement différentes. D'accord ? Enfin, complètement. C'est lié. C'est au sein d'un référentiel qu'on définit des repères. Et on a le choix des repères. Bon. OK. Alors, ensuite, il y avait une question. Ah, en l'absence de frottement, les forces de contact entre corps solides ont toujours un travail nul. Alors là, c'était un petit piège, mais pour vous faire réfléchir. Alors, il y a des je ne sais pas, il y a des vrais, il y a beaucoup de vrais. Je ne vois pas de faux. Quelqu'un a dit faux ? Ah, je vois un faux. Bravo, c'est faux. C'est faux. Dites-moi, je fais ça là. C'est quoi la force qui s'exerce là-dessus ? Non, quelle est la force qui fait monter le téléphone ? Ah non, c'est la force de contact. Ah, mais du coup, il y a un frottement entre le... Oui, et donc il travaille positivement. Oui, mais s'il n'y a pas de frottement. Ah oui, d'accord. Même s'il n'y a pas de frottement, si vous posez un glaçon sur un truc avec un frottement négligeable, c'est en train de monter. Et donc la force qui le pousse, moi, je pousse ce corps-là, mais ce corps-là pousse celui-là. C'est bien la force de contact entre les deux. S'il n'y avait pas de force de contact entre les deux, quand je monte ça, ça passerait à travers et l'autre resterait là. D'accord ? Enfin, il ne tiendrait pas dès le départ. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Quand je fais ça, moi, j'applique une force sur ce corps-là, et ce corps-là applique une force sur celui-là. C'est quoi cette force ? C'est bien la force de contact entre les deux. Donc non, les forces de contact n'ont pas toujours un travail nul, puisque là, donc la force de contact du corps du bas sur le corps du haut, elle est dirigée vers le haut, et le mouvement a lieu vers le haut, il y a donc un travail positif. Alors, l'autre question qui suivait, c'était, est-ce que les forces de frottement, pour le coup, parce que là, c'était une force de réaction normale, la force de frottement, c'est la composante tangentielle. Enfin, je l'avais précisé pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, la composante tangentielle de la force de contact, lorsqu'il y a frottement entre deux corps solides, a toujours un travail négatif. Alors, je vois des vrais, mais c'est faux. Autre exemple, je fais ça maintenant. D'après vous, c'est quoi qui fait bouger ce corps ? Quand je fais ça, là... Vous avez insisté sur le fait que quand il y a des forces de frottement, elle est toujours négative, le travail, Non. En faisant ça, mais pas en faisant ça, quoi. Eh oui. Ça dissipe de l'énergie. Ça dissipe toujours de l'énergie. Ça ne peut pas faire gagner de l'énergie. Par contre... Enfin, si, ça dépend. Si, d'ailleurs. Peut-être même que j'ai dit une bêtise hier, c'est pas impossible, ou avant-hier, je ne sais plus quand c'était.
Parce que j'ai peut-être dit un truc dans un contexte qui n'était pas général. Vous n'avez pas fait bouger le support en fait. C'est Ouais. bouger l'objet. Si je fais ça, Fait bouger l'objet, c'est vrai. On est d'accord. voilà, si on fait bouger l'objet, C'est toujours vrai. c'est toujours vrai. Si on fait bouger le support avec, c'est faux. Mais là, ce qui fait bouger le téléphone, c'est bien la force de frottement entre les deux. S'il n'y avait pas de frottement, ça ne bougerait pas. Et ça bouge dans le sens, enfin, la force, et donc la force de frottement que lui exerce sur lui est dirigée vers l'avant. C'est bien ça qui le met en mouvement. Il n'y a pas d'autre force d'ailleurs que ça. Il n'y a pas d'autre force horizontale que cette force de frottement entre les deux. Et donc, elle est bien dirigée dans le sens du mouvement. Et donc, elle travaille positivement. Par contre, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Il n'y a pas de dissipation d'énergie parce que le travail de cette force donne de la vitesse à ce corps-là. Donc le travail de la force de frottement qui fait bouger ce corps-là se retrouve intégralement dans l'énergie cinétique du corps. Le théorème de l'énergie cinétique est vrai toujours. D de EC sur dt, ou D de EC égale somme des travaux de toutes les forces, y compris des forces de frottement, enfin de toutes les forces. Et là, en l'occurrence, alors si je m'intéresse à l'ensemble du corps, des deux corps, si je tire là, alors il y a le travail de la force qui tire, plus le travail de la force de frottement de la table là-dessus, qui lui est négatif. Mais si on s'intéresse à ce corps-là, eh bien, il y a... J'ai fait une connerie, c'est pas grave. Ok. Si on s'intéresse à ce corps-là, il n'y a qu'une force. Enfin, bon, après, il y a la... horizontalement, il n'y a qu'une force, c'est la force de frottement entre les deux. Yes? Bon, il faut y avoir pensé une fois, hein, c'est pour ça que je vous ai posé ces questions-là. Je ne suis pas surpris que vous soyez trompé, presque c'est mieux, comme ça, hein, on peut approfondir un peu. Mais il faut avoir ça en tête. Alors, ok, donc ça on l'a dit déjà. Ah, le principe d'inertie est universel au sens où il est valable dans tous les référentiels. Bien, bon là tout le monde a dit faux, voilà, ça ne s'applique que dans les référentiels galiléens, c'est même la définition d'un référentiel galiléen. C'est pas une question tordue. Mais les autres non plus, c'est une question simple avec une réponse simple. C'est une question subtile, pas tordue. Ok, la relation fondamentale de la dynamique a été formulée par Galilée. Alors il y en a qui ne savent pas, c'est quand même dommage. Il y en a qui disent vrai, c'est encore plus dommage. Et tous ceux qui disent faux, c'est bien. Et ceux qui ont même écrit que c'était Newton, c'est encore mieux. Oui, c'est Newton. Non. Absolument, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est juste que je vois la première feuille que je vois là, c'est rayé Galilée, c'est mi-Newton. Oui, mais alors, du coup, c'est rayé Galilée, mi-Newton et marqué faux. Là, c'est faux, parce que du coup, c'est vrai. Ça, c'est tordu. Ok. Alors, Newton et Galilée sont contemporains. Non. C'est sûr que non. Alors, Galilée est mort en 1642, Newton est né en 1642. Mais en fait, non. Et alors, en fait, il y a une subtilité, c'est que donc, Newton est né le 25 décembre 1642. Facile à retenir parce que c'est le jour de Noël. Mais en fait, ça, c'est dans le calendrier julien, et entre-temps, on est passé au calendrier grégorien. Et donc, en fait, donc il y a eu un décalage. Et en fait, il est né en 43, en janvier 43, en vrai. Donc il n'a pas connu Galilée. Enfin, ils n'ont pas vécu ensemble, ils ne sont pas contemporains. Newton et Coulomb sont-ils contemporains? Je ne sais pas. Vrai, faux. Il y a quand même un plébiscite pour le faux. Hein. Alors là, il n'y a ni vrai, ni faux, ni je ne sais pas. Alors là, il y a des vrais... Bon, alors c'est faux. Newton est mort avant que naisse Coulomb.
Alors, j'ai regardé avant de venir, mais j'ai déjà oublié. Non, Newton est mort en 1727, je crois, et l'autre a dû naître en 1737, genre. Enfin, voilà, il y a genre 10 ans entre la mort de l'un. Donc c'est vraiment des époques différentes. Galilée, effectivement, Newton, et puis après, Coulomb et tout l'électromagnétisme, Maxwell encore plus tard dans le 18e, enfin Faraday un peu entre les deux, enfin bon, bref. Bon, écoutez, ça c'est bien. Alors, On ne savait pas, faut le savoir pour le CAPES du coup. c'est bien de le savoir pour le CAPES, ce genre de On aura choses. un cours sur ça, j'imagine, non? Parce que là, on a- Je crains qu'on n'ait pas trop le temps, non? Enfin, pas avec vous, mais avec dans les autres. Ah, peut-être. Moi, en introduisant les notions, j'essaierai de vous situer les choses à chaque fois, mais effectivement, ça, c'est des choses. Il faut que vous ayez un peu en tête. Par exemple, si le jour du CAPES à l'oral, on vous pose la question et vous dites que Newton était avant Galilée, alors là, ça la fout vraiment mal, quoi. Donc, bon, il faut quand même situer un petit peu. L'électromagnétisme, c'est au 19e siècle, il faut le savoir. Enfin, voilà. Bon. Alors là, il fallait répondre simplement, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen, hein? Donc il y avait besoin, il y en a qui ont fait 3 lignes. Non, un référentiel, ah voilà, ça me va. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Parfait, rien à rajouter. C'est vous ça? Non, c'est pas vous. C'est un prénom féminin. Catherine? Bravo. Vous êtes peut-être plusieurs. De toute façon, il n'y a rien d'autre à écrire, c'est exactement ça la réponse. On aurait pu dire aussi dans lesquels il n'y a pas de force d'entraînement ou d'inertie. Mais si jamais on n'aurait pas dit c'est quoi un référentiel et que vous nous aurez dit ah, il n'y a pas la définition du référentiel. Ah non, oui d'accord, oui bon. Non mais je suis pas tordu quand même. Contrairement à ce qu'une rumeur est en train d'essayer de propager. Non. Non mais bon, si vous avez rappelé ce qu'est la définition d'un référentiel, j'ai rien à dire, c'est très bien. Pourquoi je veux dire que c'est un référentiel dans lequel il n'y a pas de force d'entraînement ou d'inertie? Oui, mais du coup, il faut définir ce que c'est. Enfin, oui. C'est pas faux. Oui, non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Oui. Ok, énoncer le principe de relativité restreinte. Alors là, il y a des choses fausses. Il y a beaucoup de pas de réponse en fait. Hein. Non, alors on n'a pas fait de relativité restreinte, c'est vrai. Alors là, je vois un truc. Dans la relativité restreinte, les référentiels sont supposés galiléens. Non. Alors, en fait, vous allez dire c'est un piège. Non, c'est pas un piège. Le principe de relativité restreinte, c'est le principe de relativité galiléenne. La théorie de la relativité restreinte, élaborée par Einstein, 1905. Vous repérez Einstein 1905. Le principe de la théorie de la relativité restreinte, c'est l'application du principe de relativité de Galilée. Et ce principe est très simple. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Point. C'est ça le principe de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Ok ? Non, j'ai jamais fait de relativité. Non, mais justement, c'est pas de la relativité. Le principe de relativité, c'est Galilée qui l'a formulé ainsi. Hein? Donc ça n'a rien à voir avec Einstein, le principe de relativité. C'est juste que Einstein a dit, ça doit être vrai. Allons au bout du problème. Alors, ça c'est la relativité générale. En fait, et donc c'est pour ça que du coup on appelle ça la relativité restreinte. C'est quand on implémente le fait que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Et si on va plus loin, on dit en fait les lois de la physique sont les mêmes quel que soit le référentiel. On doit pouvoir trouver des formes des lois de la physique qui ne changent pas, qui ne dépendent pas du référentiel qu'on choisit pour décrire le monde, ce qui paraît naturel. Et donc ça, c'est le principe de relativité générale. Et ça, c'est Einstein. Et dans les noms, il n'y avait pas une inversion, comme quoi le principe de relativité générale, c'était un cas particulier par rapport au principe de relativité restreinte, qui est en fait une généralité. Ah non. Non. Le principe de relativité dit les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels.
Alors, soit c'est tous les référentiels, ça c'est général, soit c'est seulement les référentiels galiléens. Ça, c'est restreint. Et ça, c'est restreint. C'est la relativité galiléenne. Pourquoi c'est pas du tout évident que ce soit la même dans tous les référentiels sans préciser galiléen? Parce que justement, ça s'avère être faux si on... c'est-à-dire, par exemple... Non. Indépendamment de ça. Voilà. Dans un référentiel galiléen, mettons que cette salle est un référentiel galiléen, si je lâche un corps à proximité de la Terre, enfin sous l'influence de la Terre, le corps tombe. Si maintenant je me mets dans un autre référentiel, on en avait parlé le premier cours, je me mets dans un ascenseur en chute libre. Je lâche le corps, il ne tombe pas. Donc, ce n'est pas les mêmes lois de la physique, il n'y a plus de force de gravitation dans un ascenseur en chute libre. Donc, la loi de la gravitation universelle, qui dit que si vous avez un corps de masse M1, un corps de masse M2, il s'attire avec la force G(M)(1) sur R2 UR, cette loi de la physique, elle n'est pas vraie dans le référentiel qui n'est pas galiléen, où en fait, elle est compensée par une force de gravitation, par une force d'inertie. Mais si vous êtes... Comment savoir si vous êtes dans un référentiel, s'il faut mettre une force d'inertie ou non? Vous voyez qu'il y a un hic, en fait. Mais c'est justement parce qu'en fait, on peut traiter les forces de gravitation comme des forces d'inertie que malgré tout, on peut étendre le principe de relativité qui vaut depuis Galilée à tous les référentiels galiléens, à en fait tous les référentiels, mais du coup, il faut reformuler la théorie de la gravitation. Et c'est ça qui conduit à donc la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qui est quasiment identique à celle de Newton dès lors qu'on n'est pas dans des champs gravitationnels intenses, mais qui en diffère un petit peu et de plus en plus quand les champs gravitationnels sont de plus en plus forts. Et donc, en fait, c'est la théorie de la relativité générale qui est la bonne théorie de la gravitation aujourd'hui. Ok. Donc, principe de relativité, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. Point. Ensuite, les coordonnées sphériques... je rappelle le volume des V et des taux. Donc R2 sin θ dr dθ des phi. J'ai une copie là qui a bon, donc c'est bien. Si on s'intéresse que à la partie angulaire, alors ça fait R sin θ. R2 bien sûr. Sin θ dθ des phi. Ouais, c'est un grand R. Enfin, c'est le rayon de la sphère. Ouais. Et du coup, l'angle solide, c'est ça divisé par R2, donc sin θ dθ des phi. Ok. Bon, revoyez ça si vous ne l'avez pas vu. Intégrale sur dθ et sur d. Ah ben non, l'angle solide élémentaire, c'est pas une intégrale. C'est l'angle solide élémentaire. Après, si vous voulez l'angle solide d'un certain corps, c'est l'intégrale de ça sur l'ensemble du corps. Voilà. Et puis, pour finir, il y avait un petit exercice d'application de la conservation de l'énergie. Donc, vous avez un corps de masse M posé sur un support horizontal. On le propulse en comprimant un ressort, on le comprime par rapport à sa longueur à vide, donc ça, ce serait sa longueur à vide. On le comprime de petit d et on demande à quelle vitesse, donc on lâche, sans vitesse initiale, on laisse se détendre le ressort. Quand le ressort arrive là, le corps du coup est propulsé. Quelle est sa vitesse ici quand il est propulsé? Je ne sais plus comment je l'ai appelé, V éjection. Et donc sa vitesse... je laisse en norme, il va par là, il n'y a qu'une dimension. Donc simplement, on écrit la conservation de l'énergie.
dans la position avant de laisser le ressort se détendre, on a simplement l'énergie potentielle 1,5 de K D au carré, la compression au carré. Donc ça, c'était l'énergie au début. Et puis pas de vitesse initiale, donc c'est tout. Donc ça, c'est E initial. Et puis, E fin, enfin au moment de l'éjection, E éjection. Mais il y a plus, le ressort est détendu, il n'y a plus d'énergie potentielle. Par contre, maintenant, on a l'énergie cinétique du corps. Et donc, comme il n'y a pas de frottement, ça égale ça, et voilà. Hein, et ça donne la réponse. Donc ça égale ça, ça veut dire que V éjection, c'est D racine de K sur M. Voilà. OK. Bon, il n'y avait pas d'application numérique, il suffisait d'écrire ça. Oui? Il y a aucun moyen de passer là par les équations de mouvement et tout ça. Ah si, mais c'est super long. Ah ouais, d'accord. Ah oui, 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 on peut. On peut. Mais toute l'idée, enfin, c'était un peu ça aussi, c'était l'idée du cours de la dernière fois. Il n'y a pas de truc. Ah si, du cours de la dernière fois, c'était de vous faire comprendre que quand on peut résoudre le problème avec la conservation de l'énergie, c'est tellement plus simple, tellement plus rapide qu'il faudrait vraiment être fou. Enfin, non, je ne veux pas dire fou. Comment on pourrait dire ça? Bref. Ah, je voulais pas que j'y fasse. Si, c'est bon. Enfin, il faudrait vraiment être tordu. Tiens, voilà. Tordu pour essayer de résoudre ça avec les équations du mouvement. Bien. Et alors, la deuxième question, c'était même question. Oui, pardon. Par rapport à ici, en fait, moi j'ai raisonné entre deux instants qui sont différents des autres. C'est-à-dire le moment où mon instant initial, c'est l'éjection. Ouais. L'instant final, c'est le moment où le ressort s'arrête, après oscillation. Donc du coup, mon E initial, c'est 1,5 de MV2. c'est 1,5 de KD plus 1,5 de EG. Ah non, parce qu'au moment de l'éjection, pourquoi il n'y a pas 1,5 de KD2? Le ressort est détendu, il n'y a pas d'énergie dans le ressort. Et il est comprimé au début. Ah ben alors à ce moment-là, c'est avant l'éjection. C'est ça. Ça, c'est le début. Il est comprimé. Là, il y a cette énergie-là. Maintenant, je lâche. Et quand le ressort est décomprimé, si je puis dire, alors il n'y a plus d'énergie élastique. Et par contre, il y a cette énergie-là. Mais au moment où je lâche le ressort, il est comprimé. Il y a une vitesse Oui. et le ressort est comprimé en même temps. Vous êtes oui, oui. Non, il n'y a pas de vitesse au début. Je le lâche, c'est précisé dans l'énoncé. Je le lâche sans vitesse initiale. Il y a une force, donc il va accélérer. Et il y a une force, il accélère, et quand il arrive là, il n'y a plus de force, puisqu'il n'y a plus d'extension du ressort, ni de compression. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'accélération, donc la vitesse va rester constante, comme il n'y a pas de frottement. Question, quelle est la vitesse au moment où il a fini d'accélérer, en fait? Tant qu'il y a une force, ça accélère. Hein, MA égale F. Donc F est positive, enfin pousse par là. Tant que le ressort est comprimé, il y a une force qui le pousse. Donc, il y a une accélération, donc la vitesse augmente. Donc, effectivement, on peut résoudre l'équation du mouvement. On peut écrire que mx de points, si j'appelle x cet axe-là, on peut écrire que mx de points, eh bien, c'est k... oui, enfin, L moins L0, voilà. L moins L0, UX avec un signe moins, avec L qui est plus petit que L0. Et au début, ça vaut moins D. Enfin, ça vaut moins D au début. Donc, et alors, évidemment, le L... Monsieur, Oui, c'est ça qui me gêne aussi. Pourquoi ça... Oui, si, c'est le moment déjà, c'est bon? Alors, il faut relier ce L à X. Donc, il faut choisir un 0 quelque part. Enfin... C'est pas X en fait, Ben, ça dépend où vous mettez le 0 du X. Si vous mettez le 0 du X ici, alors oui, du coup, ça fait X moins 0, voilà. Donc, vous avez une équation différentielle du deuxième ordre à coefficient constant. C'est le problème, c'est qu'on arrive sur la vitesse en zéro. Enfin, même quand, en fait, moi, ce qui m'a posé problème, c'est que quand on dit à la condition initiale, on a la masse qui est comprimée, mais t égale 0, donc du coup, si on regarde la vitesse, enfin, on intègre le temps, on a le t, ça nous fait 0. Ah, comment vous intégrez ça une fois, vous? Ah ouais? Et ça donne quoi? Il y a X, là?
Donc là, alors bah, c'est peut-être le moment aussi de revoir ces équations du second degré, du second ordre à coefficient constant. On a fait la dernière fois celle du premier ordre. Faisons celle du... Alors, aparté mathématique. Ax de point plus bx point plus cx égale 0. Comment on résout ça? Équation caractéristique. Donc, l'idée, c'est de chercher des solutions de la forme e puissance kx. Pourquoi c'est naturel de chercher des solutions comme ça? Enfin, K, c'est pas ce cas-là. Hein. Enfin, bon. Ok, voilà. Pourquoi? Parce que l'exponentielle, la fonction exponentielle a le bon goût, quand on la dérive, de rester proportionnelle à elle-même. Enfin, ça dépend ce qu'il y a là, mais e puissance x, ça se dérive en e puissance x, et donc si on dérive encore une fois, ça refait e puissance x. Du coup, si on applique, enfin, si on remplace cette fonction... Ah, pardon, c'est pas x. Ah, excusez-moi. Là, ce serait kt, là. Alors, ouais. Hein, c'est x point, ça c'est... Je cherche puissance ikt. Pardon. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, alors allons-y, dérivons ça une fois. Donc, si je dis x égale e puissance ikt, donc j'ai x point qui vaut k e puissance kt. J'ai dit i, il n'y avait pas de i, bien sûr. Et ça fait x de point, c'est les réflexes. X de point qui vaut k2 e puissance kt. Donc maintenant, si j'écris ça, ça me fait a k2. En fait, vous voyez que je peux mettre e puissance kt en facteur. C'est ça l'idée. Donc ça me fait a k2 plus bk plus c égale 0. Enfin, ouais, fois e puissance kt égale 0. Ça, c'est jamais nul, de toute façon. Donc, il faut ça égale 0. Donc, ça va effectivement être une solution de l'équation si ce truc-là vaut 0. Et ce truc-là a deux solutions. Donc, il y a deux valeurs de k pour lesquelles, effectivement, e puissance kt est solution de cette équation-là. Les deux valeurs, c'est quoi? Bah, c'est les racines de cette équation du second degré. Alors, elles peuvent être complexes, elles peuvent être réelles. Tout dépend de la valeur du discriminant B2 moins 4AC. Hein, delta égale B2 moins 4AC. Alors, si delta est positif, il y a deux racines réelles qui sont ce qu'elles sont. Hein, moins B sur 2A plus et moins racine de delta sur 2A. Bon. K1 et K2. Et donc, on a comme solution... Alors, du coup, à chaque fois que vous avez une solution, lambda fois la solution, c'est encore solution. Si vous multipliez x par lambda, bah, x point sera aussi multiplié par lambda et x de point aussi. Donc, ce truc-là sera encore solution. Et si vous avez deux solutions, la somme de ces deux solutions sera encore solution. Bref, toute combinaison linéaire d'une solution est à nouveau une solution. Simplement parce que les dérivés sont des opérateurs linéaires. Donc, ceci est une équation linéaire. Donc, ça, c'est une solution. Ça, c'est une autre solution. Et en fait, la solution générale, c'est toutes les combinaisons linéaires de ces solutions-là. Donc, solution générale, sans second membre, parce que c'est égal à 0 le second membre, eh bien, c'est x de t égale a e puissance k1t plus b e puissance k de t. OK? Voilà. Si delta est négatif, alors là, il y a deux racines complexes. Donc, par exemple, ik1
et I K2, où K1 et K2 sont réels. Ah, pardon. Non, complexe, c'est pas forcément imaginaire pur. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Ouh là là. Alors, il faut travailler un tout petit peu plus. Ok, on va le faire. Ah, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mince. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allons-y. Donc, on va avoir donc les deux racines complexes. Alors, écrivons-les. Vous permettez qu'on prenne une forme normalisée de ce truc-là? Je vais le réécrire. Allez. Oui, mais c'était pour mettre des oméga et des lambda. Ça vous va comme ça? Bon, c'était pour simplifier, mais si ça simplifie. Alors, donc, moins b plus ou moins i racine de moins delta sur 2a. Hein? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est la solution de l'équation du second degré. Donc, si vous voulez, je vais appeler ça K plus et K moins. Voilà, K plus et K moins, plus avec le plus, moins avec le moins. Bien. Ok, et donc la solution générale, donc chacune des solutions E puissance K plus T, E puissance K moins T fonctionne, et donc la solution générale sans second membre, eh bien c'est X de T égale A, E puissance... alors, K plus T plus B puissance K moins T. Et ça, du coup, là où je voulais en venir, allez, tant pis, j'efface. Oui, enfin, ça, c'est bon. Et donc, ça fait, je vais mettre des trucs en facteur, hein, parce que la partie réelle des deux, c'est ça le point clé, la partie réelle des deux, c'est la même. Donc, je peux la factoriser. Et du coup, j'ai X de T, solution générale, qui vaut, voilà, E puissance moins B sur 2A T, facteur de A, E puissance I, racine de moins delta sur 2B, E sur 2A, plus B, E puissance moins I, racine de moins delta sur 2A. T. Merci. Voilà. Bien. Alors ça, c'est effectivement une exponentielle décroissante. Vous voyez que, en fait, elle ne décroît pas si B n'est pas nul. Si B est nul. Si B est nul, ça fait 1. Donc là, on voit que le terme d'amortissement, c'est celui-là. Et il n'y en avait pas, par exemple, là, dans ce cas-là. Il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas de frottement. Donc si B est nul, eh bien ça, la solution de ce truc-là est complètement triviale. Et donc, il y a une exponentielle décroissante, et puis il y a ici des termes en exponentielle complexe, et ça, ce sont des termes oscillants, hein, puisque vous savez que l'exponentielle complexe, c'est en fait un cosinus, un sinus. Alors, ça a l'air d'être un... Donc, je vous rappelle, puissance iθ, c'est cos θ plus i sin θ. Hein. Alors ça a l'air d'être un nombre complexe. Bien évidemment, le x, il doit être réel. Dans tous les cas, il sera réel. Hein. Donc, les coefficients doivent se compenser pour que la partie imaginaire disparaisse. Et ça disparaîtra toujours, ça ne peut pas faire autrement. Hein. Donc ça, c'est une façon d'écrire cette solution. Mais... sachant que ça, c'est une combinaison linéaire de cos de ce truc-là et de sin de ce truc-là, et que lui aussi, vous pouvez aussi réécrire cette équation générale sous une forme x de t égale, donc E puissance moins b sur 2at, ça, ok, fois, alors ça va être un a' cos racine de moins delta sur 2at, plus b' sin de racine de moins delta sur 2at. Alors à chaque fois, il y a deux constantes d'intégration. C'était le cas aussi là. Enfin, il y a deux valeurs qui ne sont pas spécifiées. C'est normal, puisque la même équation permet de traiter tout un tas de problèmes différents correspondant à des conditions initiales différentes.
C'est une équation du second ordre. Il y a donc deux constantes d'intégration. Et chaque cas particulier correspond à des valeurs bien précises des coefficients de ces constantes d'intégration. Donc ça vous les déterminez à partir des conditions initiales. Bon, on fera des exemples, hein, mais j'espère que ça vous évoque des choses pour vous. Enfin, ça vous rafraîchit peut-être un peu la mémoire, mais vous êtes censé connaître tout ça très bien. Oui, donc voilà une autre façon d'écrire cette solution générale. Alors, le cas qu'il ne faut pas, enfin, sur lequel il ne faut pas se tromper, c'est le cas où delta égale 0. Alors, si delta égale 0, il y a une racine double. Bon, tant pis, j'efface ça. Et donc, il y a K1 et K1, quoi. Il n'y a qu'une racine double. Alors, comment on fait? Donc, j'appelle K0 la racine double. Donc, la solution qui est suggérée par ça, c'est donc puissance K0T. Monsieur, juste pour revenir sur le cas delta négatif, le racine dans les cos, il porte juste sur delta, on est d'accord? Ah oui, merci, oui. 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 Ah oui, comme ici, voilà. Oui, pardon. Oui. OK. Et donc ça, c'est une solution quand on a une racine double. Donc, n'importe quelle combinaison linéaire d'une solution, c'est-à-dire n'importe quel multiple de cette solution, est encore une solution. Mais là, vous n'avez qu'une constante d'intégration. Alors, vous pouvez dire, bah oui, mais il y a une racine double, donc je vais faire ça. Oui, non, mais ça, c'est égal à A plus B puissance K0T. Il n'y a qu'une constante d'intégration. D'accord? Donc, ça ne le fait pas. Alors, effectivement, dans ce cas-là, quand il n'y a qu'une seule solution, la solution générale, c'est A plus B T E puissance K0T. Donc, n'oubliez pas ça. Et là, il y a bien deux constantes d'intégration. Alors, pourquoi? Le plus simple, c'est de le vérifier. Si on dérive ça, on aura x point qui va valoir, alors le premier terme ça fait a puissance, donc le puissance K0T je vais laisser en facteur, donc ça fait a plus, voilà si je vais le mettre, a K0T plus, je dérive le deuxième terme, ça fait b, bah oui enfin, oui, non attendez, non, pardon, plus K0. Non, d'abord c'est B. Pardon, je dérive le premier terme, ça fait B. Et après, je dérive le second terme, ça fait K0, A plus BT, puissance K0T, pardon. OK, ça c'est, donc ça fait, bon, enfin ça fait ça, et X de point. Donc je redérive ça, donc ça fait K0 B puissance K0T plus, alors la dérivée de ça, donc ça va faire K0 B puissance K0T plus K0 carré A plus BT puissance K0T. Voilà. Et si maintenant je fais A fois ça plus B fois ça, plus C fois ça. Alors les E puissance K0T restent en facteur. Et vous allez trouver A K0 carré plus B K0 plus C égale 0. Et, à la fois pour le terme sans T et pour le terme avec T. Vérifions-le tout de suite. Le terme avec T, il y a des termes avec T, ici il y en a un qui est celui-là, donc K0 carré fois A, plus
K0 fois... non, pardon. Enfin, oui. B K0 carré fois A plus B K0 fois B plus grand B fois C. Hein, donc en fait, le terme en T, c'est ça. Vous avez ça qui doit être nul pour le terme avec le T. Et pour le terme sans le T, vous avez pareil, fois A, qui doit être nul. Et donc si ça est nul, parce que c'est votre racine double, c'est bien solution. Bon, je vais un peu vite, mais enfin, vérifiez-le tranquillement. Donc, les 3 cas possibles sont les suivants. Racine... Ah, non, je l'ai effacé, là? Non, là, voilà. Racine réelle, eh bien, il y a 2 exponentielles. Racine complexe, il y a... J'ai dit tout à l'heure exponentielle décroissante à condition que B soit positif. Hein. Sinon, ça pourrait être croissant. Hein. Mais en général, ici, c'est un terme de frottement et en général, le B en question, il est positif. Mais donc voilà. Pardon, j'aurais dû peut-être... Enfin, ça, c'est la même. Hein. C'est une autre version en cosinus ou en exponentielle complexe, sachant que l'un s'exprime en fonction de l'autre, donc c'est pareil. Et puis, dans le cas donc, de la solution double de l'équation caractéristique, celle-ci, là, ça égale 0. Ça s'appelle l'équation caractéristique. Quand il y a des racines doubles, il faut faire attention de bien mettre ici une combinaison linéaire avec un terme au premier ordre en T. Bon, on fera des exemples. Il faudra qu'on fasse une oscillation mécanique, puis après on verra tout ça de toute façon beaucoup plus en détail quand on fera l'électrocinétique. Ok, donc je reviens à la toute dernière question de la petite interro. Dans le cas où il y a des frottements maintenant, que se passe-t-il? Donc on avait écrit à l'instant initial, donc c'est pareil, on va faire un bilan d'énergie. Hein. À l'instant initial, on avait l'énergie mécanique qui vaut 1,5 de KD2. Et au moment du lâcher, au moment de l'éjection, quand on est revenu là, on a toujours 1,5 de MV éjection carré. C'est ça qu'on cherche. La différence maintenant, quand il y a des frottements, donc quand il n'y a pas de frottement, ça égale ça, et donc on a V éjection. Quand il y a des frottements, ça n'est pas égal à ça, puisqu'entre-temps, on a perdu de l'énergie. Les frottements ont travaillé négativement. Donc la variation de l'énergie mécanique, hein, c'est-à-dire E de l'éjection moins E initiale, ça, théorème de l'énergie mécanique, ça c'est égal au travail des forces. Des forces non conservatives. Hein, les forces conservatives, elles sont déjà là dans l'énergie potentielle. Donc ça c'est égal au travail des forces non conservatives. Donc c'est quoi le travail des forces non conservatives? C'est le travail de la force de frottement ici. Alors on a dit qu'il y avait un coefficient de frottement mu. Donc la force, donc quand le corps se déplace par là, la force, elle s'oppose au déplacement. Je vais l'appeler RT. Et son travail, c'est la force fois le déplacement. Donc ça, c'est égal à moins, avec le signe moins, parce que c'est opposé au déplacement, moins RT fois D. Reste simplement à calculer RT, la composante tangentielle de la force de contact ici. Eh bien, par définition du coefficient de frottement, dès lors que ça glisse, ça vaut mu fois, donc moins mu fois Rn, la composante normale, et Rn, c'est exactement ce qui compense le poids. Donc ça, c'est moins mu, petit m, je ne sais plus comment je l'ai appelé, petit m, g, fois d. Donc on a 1,5 de mv2 qui vaut 1,5 de kd2, comme dans le cas d'avant, moins, il y a un peu moins d'énergie disponible. De combien moins? De ça. Donc moins mu. Je peux écrire 1,5 de mv éjection carrée égale 1,5 de kd2 moins mu mgd, et vous résolvez ça et on avait éjection. OK? Donc, bon, là, il y avait une ligne de plus parce qu'il fallait passer par le calcul de Rn. Bon. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est des questions dont les réponses sont très rapides.
si on prend la bonne méthode. Mais ce n'est pas une astuce terrible hein, de passer par la conservation de l'énergie. On pense toujours à la conservation de l'énergie en premier. Parce que si ça marche, l'affaire est réglée. Après, quand ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Oui, alors vous pouvez effectivement écrire... Je peux effacer en dessous, c'est bon là maintenant ? Le théorème de l'énergie cinétique s'applique toujours, donc ça va être la somme des travaux de toutes les forces. Toutes les forces. Et donc là-dedans, il va y avoir le travail de la force élastique plus le travail des forces de frottement. Mais justement, le travail de la force élastique, parce que c'est une force conservative, c'est moins delta de EP. Le travail d'une force, c'est toujours moins la variation de l'énergie potentielle, puisque quand vous travaillez contre la force, vous augmentez l'énergie potentielle. Quand la force travaille, ça diminue, ça fait décroître l'énergie potentielle. Oui, c'est ça. C'est l'intégrale de la force élastique scalaire le déplacement. Et ce n'est pas la force élastique fois le déplacement, parce que la force élastique dépend d'où on est. Elle est de plus en plus petite. Donc on est obligé d'intégrer des delta W élémentaires. OK ? Tandis qu'ici, c'était facile de calculer le travail, parce que la force reste constante. Donc c'est juste la force fois le déplacement. Sinon, c'est la somme des petits travaux élémentaires. Si la force varie, on est obligé de faire l'intégrale. Et si la force ne varie pas, l'intégrale, elle sort de l'intégrale, donc il y a juste l'intégrale du déplacement, et donc c'est la distance parcourue. Si on va en ligne droite. Hein. De manière générale, c'est ça. Le travail, c'est la somme des travaux élémentaires. Bon, il y a des cas plus simples que d'autres. OK ? Bon, alors... Ah oui. Oui, c'est toujours le problème des interros, ça prend du temps. Bon, mais ceci dit, c'est peut-être pas inutile quand même d'avoir revu tout ça. Alors, je vous propose, on ne va pas commencer un nouveau cours de toute façon. Je vous avais donc distribué la dernière fois des petits exercices. Ouais. Ah bah je veux bien. Ah, très bonne idée. Allez. Donc votre collègue qui l'a fait déjà va aller au tableau. C'est une très bonne idée. Allez-y. Ouais. Enfin, c'est ce que vous voulez. Oui, pardon. Ah oui, j'en ai photocopié d'autres justement. Qui en veut? Deux là-bas. Ok. Alors, allons-y. En fait, on nous explique qu'on a un cycliste qui se déplace en ligne droite. Donc, selon X, on a le point d'intérêt ici, là, qui va selon V, j'imagine, et qui fournit une puissance mécanique constante. Donc, en fait, il pédale. Ouais. Voilà. Et bon, il y a les forces de frottement de l'air, le poids. Voilà. Et on nous dit directement d'appliquer un théorème sur l'absence. Ah oui, il faut que vous ayez le micro en fait. Bah ouais, mais je peux parler comme ça aussi sans micro. Non, c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est pour la vidéo quoi. Ça marche. Allez-y, pincez-moi. Je vous pince. Pouf. Absolument. Pouf. Tac, pardon, excuse-moi. Ouais, donc. C'est assez grand le schéma Ah, oui, j'ai devant. envie que quelqu'un me le- Ouais. Plus grand. Ouais, Bon. Ok. Hop là. Donc on a bien la puissance. Hop. Donc on a le cycliste ici là, avec le poids, la force de frottement de l'air, et bon la vitesse qui est comme ça. Hein. Bon. Et donc on nous dit d'appliquer directement le théorème de la puissance cinétique. Donc on y va. Hein. La réaction. Oui, c'est pas faux. Ouais. Rn.
Sinon, la somme des forces, il va faire rentrer Mm. le sol. Donc on y va directement. Donc la dérivée de la puissance de l'énergie cinétique, bah, ça va être la somme des puissances. Bah, donc on écrit donc de P plus celle de ça, plus celle de Rn. Et on n'oublie pas bah, la puissance qu'on me donne ici. C'est bon. Ça va jusque là? Ouais. Ok. Bah ensuite, donc il faut regarder aussi un peu l'expression qu'on nous donne. On veut une dérivée de la vitesse en fonction des x. Bon bah, on va essayer d'un peu de bidouiller. Bon bah d de c sur dt, si on applique, bah, c'est la dérivée par rapport au temps bah, de 1 demi de mv2. Et ça, bah, c'est 1 demi de m dérivée de v carré par rapport au temps. Ça, quelqu'un peut me donner la dérivée de ça là? Non? Bah, si, ça fait Oui. 2 MV prime. Tu me dis que ça fait 2 v V fois V prime au carré. Enfin, la dérivée de la vitesse au carré. fois dérivée de vitesse au carré. Juste dérivée de vitesse, non? Attends, je crois que je l'ai trouvé. Non, mais attends. Oui, C'est comme ça là. oui et tu rajoutes le 1 demi. 1 demi de m, on l'a gardé. Attends, non, c'est le 1 demi de m que tu as déjà écrit sous l'expression. Mais ton expression de dv de carré sur dt, c'est le 2 fois dv. Ce truc là, c'est égal à ça. Hein. Non, non, pardon, non, pas. C'est bon? C'est bon, oui, Ok. excuse-moi. Tout le monde est d'accord? Ok. Bon bah il reste, eh ben, il reste m v d de v sur dt. Et comme je vous ai dit, on veut nous une dérivée de la vitesse en fonction de la position. Donc comment est-ce qu'on fait? Bah ouais, vas-y. Bah, tout simplement, tu me dis que dv sur dt, c'est la même chose qu'écrire dv sur dx fois dx sur dt. C'est ça. Donc je vais mettre une astérix pour reprendre là-haut. Donc on y va. Donc c'est d de v sur dx, dx sur dt, dx sur dt c'est quoi? C'est v, bon bah voilà, on est gagnant. Hop. On a le premier terme, on est content. Voilà. Maintenant, la somme des puissances. Bon, bah la vitesse, elle est horizontale. Et vu qu'une puissance, je vous rappelle, bah, c'est f scalaire une vitesse, toutes les forces qui sont là purement verticales, ça dégage quoi. Donc ça on s'en fout, ça on s'en fout. Il reste P plus celle de la puissance des forces de frottement. Alors, on y va. Donc la puissance des forces de frottement, bah, on écrit, on prend l'énoncé, scalaire la vitesse. Ça c'est quoi ça? Quelqu'un peut me le dire ça? C'est quoi en maths ça, un produit scalaire de deux vecteurs qui sont les mêmes? C'est la norme de V au carré, voilà. Comme ça, si on doit bien faire les choses, c'est comme ça. Et donc du coup, ok, bah en physique, on n'aime pas les normes, donc on met V carré. Donc bon, bah, c'est moins qu'à V3. Ok? Non, mais on n'aime pas écrire, quoi. Enfin, bon, c'est pénible, quoi. On n'aime pas se travailler des trucs là, qui servent à rien. Donc bon, bah on a fini ça. Maintenant, on regroupe. Donc on y va. On prend, bah, donc on avait P moins KV puissance 3. Et bah là, il y a une petite douille à faire parce qu'en fait, on voit que on peut factoriser par K. Bah donc on y va, on factorise par K. Bah alors, bon bah on factorise par K. Donc ça fait P sur K moins V3. Et là, on a envie de dire, ah bah ça c'est la vitesse limite au cube. Bah ouais, mais il faut le vérifier. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Ah non, pour l'instant, la première question, c'est montrer que ça peut se mettre sous cette forme. Bah oui, mais bon, il faut, Sous cette forme. ouais, mais il faut identifier V limite. Oui, oui. Ben, la forme qui est demandée, c'est avec ici V limite. Ouais, mais alors, cube. d'accord, mais dans ces cas-là, moi, ce que j'aimerais, enfin, ce qu'on pourrait faire, c'est juste vérifier que dimensionnellement, ce truc-là, c'est bien une vitesse à puissance 3. Ah, d'accord. Parce que, bah, c'est juste pour très vérifier bien, homogénéité. très Donc, bien. voilà. Vérifier. Donc, bah, la dimension d'une vitesse, bon, bah, c'est L t-1, ok. Et donc, la dimension de P sur la dimension de K, bon, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, P, c'est une puissance, donc c'est la dimension d'une force fois une vitesse. Oui, c'est ça.
Et la dimension de K, bah K, on se rappelle, c'est F, c'est moins K V carré, quoi. Du coup, bah, la dimension de K, c'est la dimension de F fois la dimension de V moins 2. C'est bon jusque-là, là? Ok. Bon, bah, on y va. Les forces s'en vont. Il reste V puissance 3. Bon, bah, on a gagné. C'est bien de vitesse. Oh, à la puissance 3. Bon, bah, on peut réécrire. Hein. Où V lim, c'est P sur K à la puissance 1 tiers. Très bien. Voilà. Donc ça, c'était que la première question. C'est bon pour tout le monde? Ça, je vais pas trop vite, au fait, ouais, parce que je speed. Hein. Ok. Parce que ici, t'as pas fini. Donc l'idée, c'est effectivement d'écrire simplement que la dérivée par rapport au temps d'énergie cinétique, c'est la somme des puissances. Et on calcule les puissances. La puissance du poids, la puissance de la réaction normale sont nulles puisque la force est orthogonale à la vitesse. Et comme il l'a rappelé, la puissance, c'est la force scalaire de la vitesse. Donc ces forces ne travaillent pas, n'ont pas de puissance. Il reste, bon, ça c'est la puissance du cyclisme, on nous la donne telle qu'elle, donc elle vaut P. Et donc la seule chose à calculer, c'est la puissance de la force de frottement fluide qu'on nous donne, donc c'est ça, scalaire V. Il l'a effectivement calculé là, il suffit d'écrire la force, scalaire V, et ça donne moins kV3. Du coup, ce théorème-là, hein, après avoir calculé que effectivement la dérivée de 1,5 de MV2, si on l'exprime par rapport à une dérivée, enfin, comme une dérivée spatiale, ça donne ça. Voilà, on a la solution et on nous dit de mettre ça sous la forme qui est ici. Donc on identifie VL vaut P sur K puissance 1 tiers. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pas encore l'équation résolue, mais ça c'est l'équation du mouvement en termes de V, en termes de la vitesse. C'est l'équation d'évolution de la vitesse. Sous l'effet de la puissance. Alors, deuxième question. Ouais, ok. Donc on nous pose une nouvelle fonction qui Donc, dépend. le but, on est d'accord, c'est maintenant, c'est d'intégrer ça. On veut la vitesse en fonction du temps. Ouais, et on sait pas faire Enfin, ça. en fonction de la position, plus exactement. C'est une équation qui donne la dérivée de la vitesse par rapport à la position. Donc il faut intégrer ça, c'est pas, ça saute pas aux yeux, c'est pas une intégrale classique, très loin, enfin, c'est faisable, mais on nous aide en posant directement la fonction f, comme ça, qui va nous permettre de nous ramener à une forme d'équation différentielle beaucoup plus classique. C'est ça. Donc c'est un guide en fait pour résoudre ce problème. Bah là, ce qu'on a envie de faire directement, c'est dériver f pour voir s'il n'y a pas des termes de la dérivée de f qui vont apparaître dans l'équation qu'on a déjà, pour après simplifier. Donc c'est parti, on dérive f par rapport à x. Non, pourquoi tu dis que... Parce qu'en fait, tu vois, moi, ce que je vois dans les réseaux, c'est qu'on te donne ça comme guide et on a l'équation. Or, tu vois que f, il est dans le deuxième terme ici, là. Donc on va essayer de dire, oh, bah, il y a dérivée de v par rapport à x. Est-ce que la dérivée de f par rapport à x ne serait pas un truc du style ça? Juste, oui. En fait, même la question, c'est déduire des résultats précédents l'équation différentielle vérifiée par f. Donc explicitement, effectivement, on nous dit, oui. On veut une équation différentielle sur f. Donc calculons sa dérivée et on verra bien. En tout cas, même si, sans l'énoncer, il faut avoir un peu ce réflexe. On nous donne ça. Bon, bah, on essaie de dériver f, quoi. Bon, bah, le premier terme, là, c'est une constante. Donc, ça s'en va. Il reste k fois donc, la dérivée de x de moins v3. Bon, on y va. Qui c'est qui me donne... Qui c'est qui me... Ouais, le moins, là. Mieux, là. Qui c'est qui me donne la dérivée de ça, là? C'est vrai qu'on pourrait allumer, en fait. Allumons. Allumons. Tatin. Bon, la dérivée de ça, là? 3, donc moins 3 v carré. Ok. On est content parce qu'on a...
C'est bon pour tout le monde cette dérivée là, hein, dérivée de fonction composée? Enfin, disons, en l'occurrence d'un polynôme. Hein. Voilà. Bon, bah, on est content, hein, parce que ça fait des bisous. Du coup, on peut dire que dérivée de v dx, bah, on identifie, ça va être moins 1 sur... Voilà. Et du coup, on va refourguer ce qu'on a trouvé là, d de v sur dx. On va mettre ça là-dedans. On va remplacer ça par f. Et bah, c'est ticket gagnant. Hein. Voilà. Donc on y va. Vous auriez pu écrire directement V2 dv sur dx égale... Pardon? Ah oui, oui, d'accord. Bon, ouais, d'accord. De toute façon, ça va disparaître. Hein. Tac, et donc, bah, ça c'est f. Et donc, on est content parce qu'effectivement, les vitesses s'en vont, donc on n'a plus qu'une équation de f, quoi. Donc, moins m 3k égale f. Et on va la réécrire un peu plus joliment. Je fais ça, ici, là, c'est bon? Ok. Voilà. Bon, bah voilà. On a presque fini. Voilà, donc là on a une équation, donc ça répond à la question. On a l'équation différentielle vérifiée par f, et elle est sous une forme très sympathique parce que très habituelle. Hein, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant qu'on a intégré déjà la dernière fois et qu'on va réintégrer là. Alors allez-y, enfin, sauf si vous avez des questions. C'est bon? Ok, on y va. Hein. Bah, f de x. Donc là, il n'y a pas de second membre, hein, donc Ouais. c'est particulièrement facile. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tout le monde le voit comme ça, là? Ce serait bien que tout le monde le voit comme ça, mais je ne suis pas sûr. Non? Passer par df sur s, peut-être. Écrivez juste une ligne intermédiaire. Bon. On recommence. Écrivez df sur f. Voilà. Non, df sur f. Ah, pardon. Ouais. df. Je comprends pas ce que- Ah, df sur f, ok. Ouais. Ah, d'accord, une séparation. séparation des variables. C'est ça que vous voulez faire? Ok. Oui. Ok, ok. Enfin, je pense que c'est comme ça Ok, qu'on ok. le voit le mieux, mais. Comme ça, non? Voilà. Là, ça vous va, là? Bon, bon, on C'est pas mal, intègre. ça. On a eu. Ça s'intègre en log. Ouais, c'est ça. Et ça s'intègre en 3K. Quand on intègre, sur ça Fx, fait je ln pense. de f. On va faire comme ça. Ouais, Moins 3k. sur même x. Ouais, x, voilà. Et donc f égale. Bon. Donc ça, c'est la ligne intermédiaire qu'il n'avait pas écrite. C'est bien de le faire comme il le fait, c'est-à-dire de savoir que quand on a. Enfin, l'équation du premier ordre à coefficient constant, c'est tellement classique que d'ici 15 jours, ça vous paraîtra totalement évident. Voilà. Donc on veut. On Ça, veut c'est la. la forme générale, et Ouais. effectivement, maintenant. On veut a, quoi. Quelqu'un sait comment est-ce qu'on obtient a, là? Spécifiquement aux conditions initiales. Bah, condition limite plutôt. Oui, enfin initiale. Initiale en x, limite si vous voulez. On va CI. La justification, il faut toujours l'écrire ou pas? Non. Ça, là? L'intégration. Si vous écrivez ça directement, c'est très bien. Condition initiale. Bon, bah, f de 0. Si on reprend l'expression de f, bah, c'est KVL3. Parce que la vitesse à l'instant initial est nulle, a priori. Bon, bah, ça, c'est aussi égal à A.
Bon, bah. A égale ça. Bon, bah finalement. Oui. Non, c'est bon. Oh, pardon. Ok. Repartez de là, hein. f de x, par définition, c'est ça. Donc en x égale 0. On nous dit quoi d'ailleurs? On dit rien sur la vie. Non, mais bon, ah, oui, non, pardon. Ah Non, j'ai dit des conneries là. J'ai bu. Parce qu'on nous dit qu'il y a une vitesse V0, oui. L'expression de la vitesse en fonction de x. Ah non, s'il Oui. aborde la ligne droite avec une vitesse V0. Oui, c'est autant V0. pour moi. Autant pour moi. Voilà. Hop, autant pour moi. Donc A, bon bah A c'est ça quoi. Hein. J'étais dans... Ok. Bon bah on reprend. Et on veut... On veut la vitesse en fonction de x. Bah on remplace f en fait. Et c'est bon. Oui. Donc ça, c'est le cas. Bon bah K et VL3 moins V3 égale la même chose mais pris à l'instant initial pour l'exponentielle. C'est quoi nos conditions initiales? C'est V égale V0, Ouais. x égale 0. C'est ça, X égale 0, V égale V0. c'est ça. Mais la condition initiale, elle porte sur V, donc elle porte peut-être sur F. Ouais Non, mais... F, c'est ça. Ouais, je peux te le faire là si tu veux. Là, il y a un V de x en fait. Oui, ok. D'accord. C'est bon? En x égale 0, V de x c'est V0. Donc F pose ça. C'est bon ou pas? D'accord, ok. C'est bon? Ok. Qu'est-ce qu'on veut déjà? On veut l'expression de la vitesse. Ok, donc on veut ça. Ah, tu devrais écrire quand même que... De quoi? De quoi? que en fait, la condition c'est en V égale 0, Ouais. la vitesse Vous est pouvez nulle, écrire et donc ici, à partir V- de là tu calcules V- F de 0. V de 0 égale V0. V de 0 égale V0. Et à partir de ça tu calcules F de 0. Parce que voilà, pas Ok, donc là il faut Ouais. trier un peu ce Bon truc-là, bah pour déjà avancer. on enlève ça là, on veut plus. Ouais. VL3 moins V3 égale... ouais, bon, on va juste un peu développer pour tout le monde. Comme ça en fait on va rassembler les V3 ensemble directement. Donc, ah oui, non, faut s'en laisser. Compliquer un peu la vie là. Ouais, certainement, hein. Je sais pas. Hop. On va avoir développé. Ouais, bon, on se trompe hein, parfois. Hein. Why not, why not. Bon bah du coup, c'est 1 puissance 3. Ok, c'est pas mal. Voilà. Bon. Au moins on a factorisé. Why not. Ouais, bon. Chacun fait comme il le sent. Hein. Alors une Ouais, remarque, non mais bon, après si vous faites autrement sur le copie, c'est une bon. remarque physique là-dessus. Là. Ouais. C'est quoi ces termes? Hum. Au niveau de l'exponentielle. Tracez les deux termes en fait. Représentez ces deux termes en fonction de x. Quelqu'un voulait dire? Non, je disais, au niveau de l'exponentielle, on peut le voir comme un x sur une distance caractéristique ou un Ouais. x sur un temps caractéristique. Tout à fait. Hum, hum. Alors quelle est la distance caractéristique? Ça serait Bah M sur 3K.
m sur 3k. Hein. Alors écrivez-le comme ça, définissez grand L égale, ou L ou lambda, les distances caractéristiques. Lambda, c'est bien ça. Donc on disait Donc, m sur lambda 3K. égale m sur 3k. On peut encore refaire la dimensionner pour vérifier si c'est une longueur, mais bon, c'est bon, on a compris. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par distance caractéristique? Alors vous voyez que vous avez... Alors vous vous rappelez ce qu'on avait... on a déjà fait un exercice avec une vitesse limite Ouais. qu'on atteignait avec un... donc on avait un truc, on avait une vitesse qui valait la vitesse limite, facteur de 1 moins e puissance moins t sur taux. Ouais. Hein, et donc... Moi, j'ai toujours un problème avec ce taux ou ce temps caractéristique, ou en l'occurrence la distance caractéristique, j'arrive pas trop à concevoir ce que ça veut dire. C'est Eh bien, C'est celle où on arrive vous au rappelez- stade où ça se... Vous vous rappelez, donc ça c'est cette formule-là. On avait vu que si on prend la tangente ici, on atteint la vitesse. Enfin, si on continuait avec cette vitesse-là, avec cette accélération-là, pardon, on obtiendrait la vitesse limite au bout d'un temps taux. Et on avait vu qu'en fait, évidemment, comme l'accélération diminue à cause des frottements, on atteint. Alors, ce qu'on avait vu, c'est qu'on obtenait 99% de la vitesse limite au bout de 4,6 taux. Ouais. Donc voilà, taux, c'est le temps caractéristique, c'est l'échelle de temps typique au bout duquel, Ça commence à... au bout de laquelle on atteint la vitesse limite. Donc c'est là pour la distance caractéristique. Et donc là, ça va être exactement pareil. En fait, c'est ça que je voulais vous faire tracer. Ouais, alors, ce que je voulais répondre à votre question là, Ouais. c'est que moi je pense que ça en fait c'est le terme, enfin ça représente l'évolution de la vitesse s'il n'y avait pas de frottement. Ah non, s'il n'y Non. avait pas de frottement, K serait nul. Ah non, oui, pardon, non, c'est pas bon. Bon bah tant pis. Non, c'est pas ça. Et, attendez, il est fini l'exo ou pas? Oui, après il y a une... Peut-être je vais reprendre Oui, bien sûr. la main si vous voulez bien. Alors après il y a une application numérique, c'est tout, hein, je crois, ou il y a autre chose. Ou alors Ouais, d'inscrire. c'est juste ça. Ouais. Donc l'exercice est fini, on fera l'application numérique si on veut. Merci. Oups. Donc, alors effectivement, si on pose le lambda comme ça, V sous la forme qu'il a écrite, c'est E puissance donc moins X sur lambda, plus VL cube, facteur de 1, moins E puissance moins X sur lambda, et tout ça puissance 1 tiers. Bon, enfin, je vais écrire V cube égale ça, hein, d'accord. Donc là, vous avez un terme qui décroît exponentiellement, et là, vous avez un terme qui se rapproche, qui c'est exactement celui-là, hein, qui se rapproche de la vitesse limite exponentiellement vite. Donc en fait, vous voyez ici, vous voyez un oubli de la vitesse initiale. Ça, c'est la vitesse initiale, enfin, c'est le V cube initial. Le V cube initial, c'est V0 cube. Et vous voyez que ce V cube initial, il est tué exponentiellement vite, avec une échelle de temps lambda. Par contre, vous avez en parallèle l'établissement exponentiellement rapidement, enfin en 1 moins l'exponentielle, comme là-bas, de la vitesse limite. Au bout d'un moment, au bout d'un grand nombre de lambda, vous aurez complètement oublié la vitesse dont vous êtes parti. D'accord ? De toute façon, vous allez atteindre la vitesse limite. Sur quelle échelle de distance? Eh bien, sur l'échelle lambda, m sur 3k. Ça met quelques lambda avant d'atteindre la vitesse limite. Une fois que vous avez la vitesse limite, peu importe d'où vous étiez parti. D'accord. Donc là, on voit bien dans ce terme la perte de mémoire de la vitesse initiale et l'établissement de la vitesse limite qui correspond simplement... Alors, pourquoi finalement c'est la vitesse limite, ça? Ça se voit sur l'équation du départ. L'équation du départ, c'était donc m, une fois qu'elle a été réécrite en fonction de x, on avait, c'était mv2 dv sur dx, effectivement, qui était égal à p moins kv cube. Hein? Donc ça, c'était l'équation
écrite non pas en fonction du temps, mais en fonction de la position. Vous voyez donc qu'il y a une vitesse pour laquelle la vitesse n'évolue plus. C'est la vitesse pour laquelle P moins kv³ égale 0. Pour une puissance donnée, bon, le cycliste a une certaine puissance, enfin il fournit une puissance, supposons qu'il ne se fatigue pas. Il fournit tout le temps sa puissance. Tant que la puissance est plus grande que kv³, eh bien ça lui fait augmenter sa vitesse, puisque ça c'est positif. Et puis à un moment, il a atteint la vitesse kv³, où il s'en a rapproché asymptotiquement proche, de façon asymptotiquement proche. Lorsque P est égal à kv³, alors bah ça fait 0 et donc il n'augmente plus sa vitesse. Donc il plafonne à cette vitesse-là. Donc on lit sur cette équation la vitesse limite en fait. Ça se voit que la vitesse limite, c'est la vitesse telle que P moins kv limite au cube égale 0. Une fois qu'on a cette vitesse, c'est fini, il n'y a plus d'accélération. Il n'y a plus de changement de vitesse. Donc la vitesse, et évidemment on retrouve, enfin ce qui était écrit là, ce qui est effacé, on retrouve que la vitesse limite c'est P sur K au cube, enfin que la vitesse puissance 1 tiers, la vitesse limite au cube c'est P sur K. Pourquoi je disais tout ça? Bah pour rien. Non, enfin bon, voilà. Parce que vous pouvez tomber sur des questions où vous avez une équation de ce type et on vous demande quelle est la vitesse limite. Et alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est résoudre l'équation, faire tout ça, plouf, 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 puis à la fin vous allez trouver, ah ben on atteint P sur K, puissance 1 tiers. Bah oui, ça se voit là qu'on atteint que la vitesse limite c'est P sur K, puissance 1 tiers. C'est la vitesse pour laquelle il n'y a plus de changement de vitesse. C'est la vitesse pour laquelle dv sur dx égale 0. Donc, une fois que vous avez obtenu cette équation, si la question c'est quelle est la vitesse limite, soit vous perdez une demi-heure, en vous trompant une fois, en revenant, etc. Soit vous dites, ben voilà, la vitesse limite, c'est la vitesse pour laquelle ça c'est nul. Parce que c'est une solution de cette équation. Clairement, si ça égale 0, bah, du coup, dv sur dt égale 0, enfin sur dx égale 0. Et donc, la solution v égale v limite égale constante, c'est-à-dire ne dépend plus ni de x ni de t, hein, c'est évidemment une solution de cette équation-là. Et il faut le voir comme ça. D'accord ? Pour ne pas avoir à résoudre tout ça, si on ne vous le demande pas, si on vous le demande, oui. Notez aussi au passage que là, on a obtenu la vitesse en fonction de x. Si maintenant on la veut en fonction de t, ce n'est pas trivial. On sait à chaque endroit de la ligne de sprint quelle sera la vitesse du cycliste. Mais à quel moment il l'atteindra, ce n'est pas donné par ça. Puisque justement la vitesse évolue, donc on ne peut pas transformer simplement le temps, enfin la position en temps. Ça se fait évidemment, il suffit d'écrire que v c'est dx sur dt, et donc dx c'est v dt, et faire l'intégrale, et on voit à quel instant on arrive, mais ce n'est pas forcément intégrable d'ailleurs. Il y a des situations où l'intégrale ne donne pas une fonction en termes de cosinus, d'exponentielle ou de polynôme. Ce n'est pas forcément analytique, je veux dire. En tout cas, là, ça vous donne la vitesse en fonction de x. Alors, si on écrit la même solution sans développer, là, juste pour voir qu'est-ce que ça fait apparaître, oui, ça ne va pas changer grand-chose. C'était où? C'est juste qu'on a partagé dans ce cas-là par exponentielle et pas par V3. Ouais, c'est ça. J'aurais fait V3 égale VL3 moins le deuxième terme. ouais. Oui, c'est égal VL cube moins, voilà, ouais. Enfin, moins x sur lambda. C'est ça. Oui, bon, on voit aussi que ça voilà, c'est tué exponentiellement et à la fin on arrive à VL. Bon, c'est une autre façon de le voir. Bon, enfin, c'est... Ok, bon.
Bah, je crois que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Merci donc pour cette correction. Il est... Bon, on a 5 minutes pour faire le dernier. Ah, il n'y a pas de souci. Pour faire l'exercice d'après. Je vous laisse faire l'application numérique. Hein. Donc, oui, dans la dernière question, il y a en déduire la distance caractéristique pour atteindre la vitesse limite. C'est donc le fameux lambda, hein, m sur 3 quarts. Donc ça, il faut vraiment comprendre, effectivement, enfin, vous avez bien fait de reposer la question, cette histoire de temps caractéristique ou de longueur caractéristique, c'est vraiment l'échelle de temps ou de distance, ça dépend quelle est la variable là, au bout de laquelle l'exponentielle, enfin, au bout de laquelle le terme est mort, quoi. C'est-à-dire quoi que le terme mort? Bah, c'est-à-dire E puissance moins t sur tau, c'est un truc qui décroît par définition exponentiellement vite. E puissance... C'est à partir du moment où il est plus influent, quoi. Oui, c'est ça, où ça devient négligeable. Donc ça, là, vous avez ça, en fait, c'est V limite moins quelque chose. Moins V limite puissance moins t sur tau. Alors, quand t vaut 0, ça, l'exponentielle vaut 1, et donc V vaut 0. Donc ce terme, il est important. Mais quand t est grand, ça tend vers 0. Donc au bout d'un moment, ce terme-là, il ne compte plus. La question, c'est au bout de combien de temps il ne compte plus? Alors... en toute rigueur, il compte tout le temps, parce que ça, c'est jamais nul. C'est nul qu'à l'infini. Mais ce qu'on a vu, c'est que si on veut que ce terme-là, il fasse plus qu'1%, E puissance moins t sur tau égale 1 centième, ça veut dire que t égale tau fois log de 100, et log de 100, ça fait 4,6 à peu près. Donc au bout de 5 temps caractéristiques, au bout de 5 fois t, l'exponentielle, elle est morte. Elle vaut plus qu'1%. Alors, et au bout de 10 fois, ça vaut, parce que c'est exponentiel. Au bout de 10 temps caractéristiques, c'est pas qu'il vaut 1,5%, c'est qu'il vaut 1% puissance, enfin au carré. Enfin, oui, au carré. Donc il vaut 1 pour 10 000. Et puis de plus en, donc voilà, au bout de quelques temps caractéristiques, c'est fini, c'est mort. Donc le terme qui est dans l'exponentiel, ça donne l'échelle caractéristique de disparition de l'exponentielle. Que ce soit en temps ou en... Que ce soit en temps, en distance ou en n'importe quoi. Alors vite fait, on a une bille sur une gouttière, on va faire ça vraiment vite fait, c'est promis. Vous n'avez pas cours de toute façon cet après-midi? Ah, merde. Si, on peut le poser et puis, parce que demain, ce serait vraiment bien qu'on commence les rotations. Alors, demain. Si, demain. Ah, on ne se voit pas demain? Qu'à cela ne tienne. Ok. Et alors, c'est où et quand? Bon, je regarderai. Perdons pas de temps avec ça. C'est 16h? Et c'est ici? C'est dans ce bâtiment? Ok. Ah, 206 là-bas au fond, c'est bien. Ok. Allez, on a une gouttière et une bille sur une gouttière, ou dans une gouttière. Deux masses. Petit m, lâché sans vitesse initiale d'un point A à une hauteur h au-dessus du sol. On va prendre le sol comme référence de l'énergie potentielle. Et de l'axe, alors c'est pas l'axe des Z cette fois, c'est l'axe des Y, c'est eux qui nous le disent, donc à cela ne tienne, Y, X, le centre C, le point O de contact en bas, le cercle, la gouttière circulaire là, a pour rayon petit a. Ouais, je crois qu'on va pas tout à fait avoir le temps. On va voir. Non, mais on le pose. Peut éventuellement... Hein. Voilà, donc la bille, elle glisse. Alors là, elle pourrait éventuellement quitter la glissière. Elle n'est pas attachée à la gouttière. Hein. Calculer... Donc il n'y a pas de frottement. La vie est belle. On est dans un champ de pesanteur... l'accélération de la pesanteur G. Calculer la norme V0 de la vitesse en haut
puis en un point M quelconque du cercle repéré par θ. Bon, ben on va calculer la vitesse en O, déjà. Alors, soit on résout l'équation du mouvement, mais on ne nous demande pas à quel moment on arrive au point O. On nous demande ce sera quoi la vitesse au point O. Alors, la vitesse au point O, déjà elle sera suivant UX, ok, hein, puisqu'elle sera évidemment tangentielle à la trajectoire, comme la bille reste sur suit la gouttière. Donc je vais la noter V0 UX comme ça. Et maintenant, il faut savoir la norme de V0. Ben, on va écrire la conservation de l'énergie. D'accord? Quelles sont les forces? Le poids, ça dérive d'un potentiel, force conservative. La réaction du support, mais il n'y a pas de frottement, donc la réaction, elle est toujours normale. Lorsque la bille est ici, il y a donc son poids comme ça, mg, et la réaction normale, qui est orthogonale au déplacement. Enfin, ça, c'est la vitesse. Et donc, la puissance de la réaction, de la force de contact, Rn scalaire V, c'est égal à 0, parce que c'est orthogonal. Donc, la force de contact ne travaille pas. Donc, il n'y a qu'une force qui travaille, c'est mg, qui dérive d'un potentiel. Donc, en fait, on peut écrire la conservation de l'énergie. Et donc, on va dire que Em égale constante. Et donc, au début, que vaut Em? Eh bien, ça vaut mgh, si je prends comme référence d'altitude 0 ici. Hein, au début, on était là et on lâche sans vitesse initiale. Ça valait ça. Et en 0, Em au point O, eh bien, ça vaut maintenant 1,5 de mv0 carré, plus pas d'énergie potentielle. D'accord? Énergie du début, uniquement de l'énergie potentielle. Et l'énergie ici, plus d'énergie potentielle, mais l'énergie s'est conservée, donc elle s'est retrouvée intégralement en énergie cinétique. Et donc ça égale ça, par conséquent, V0 égale racine de 2GH. Puis, en un point quelconque sur le cercle. On est d'accord que ça prend plus de temps à arriver à 0 que si c'était une chute libre. Oui. La vitesse est la même, mais ça prend plus de temps. Absolument. Absolument. Parce que la réaction normale, il y a une composante de la réaction normale qui vient s'opposer au poids. Donc l'accélération effective à chaque instant, c'est ça. Si vous écrivez z de point, vous avez mz de point, donc vous projetez la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe z. Mz de point, ça fait moins mg, le poids, plus la projection de Rn là-dessus. Et donc, si ça, c'est l'angle alpha, plus Rn cos alpha. Mais il faut trouver alpha, alors ça dépend de la forme du truc. Et puis, il faut déterminer Rn, qu'on ne connaît pas a priori. Comment on détermine Rn? En disant que, suivant cet axe-là, Rn compense exactement mg fois le cos de cet angle-là, qui est le même. Mais l'angle, il change au fur et à mesure. Donc, il faut connaître la forme de la gouttière. Suivant la forme de la gouttière, l'angle, il est ce qu'il est. Mais si on vous donne la forme de la gouttière, vous pouvez, bien sûr, en principe, écrire ça. Hein, et donc, Rn, là, égale... donc, ça, c'est moins mg cos de l'angle. Enfin, voilà. Enfin, ça se fait. Mais on ne vous demande pas ça, donc surtout, ne le faites pas. Sauf pour vous entraîner. Voilà, donc on a la vitesse au point O. Et si on veut la vitesse en n'importe quel point, bah c'est pareil. Si le point M, alors on le repère par l'angle θ, quelle est l'altitude du point M? Eh bien c'est A, l'altitude ici, donc Z du point M, c'est A moins ça. Hein, c'est ça. Donc c'est A facteur de 1 moins cos θ. Donc, au point A, EM au point A, non, il s'appelle pas, au point M, pardon, le point A c'était là, EM
au point M, c'est égal à 1/2 de m fois sa vitesse au carré, la vitesse qu'on cherche, l'énergie cinétique, plus son énergie potentielle, qui n'est pas nulle là. Qui vaut quoi? Eh bien, qui vaut mg fois son altitude au-dessus de la référence, c'est-à-dire mga facteur de 1 moins cos θ. Et par conséquent, vous avez aussi la vitesse au point M pour n'importe quel angle θ. La vitesse au point M, ça vaut ce que ça valait au début, machin. Enfin, on a ça plus ça qui vaut ça. Et donc, ça fait Vm égale... alors, ça ne dépend pas de petit m. Ça fait mg h moins... Oui, il n'y a pas de m. 1 moins cos θ. De racine. Voilà Vm. Donc c'est une ligne, hein, vous écrivez que l'énergie c'est la même qu'au début, et voilà. Bon, il reste une question, on peut la faire, mais non, allez, on va s'arrêter là.